Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Ce dimanche, c'est un petit clin d'œil à l'été. J'ai interviewé deux céramistes, Jérôme Jeanne, qui est havrais, et Anthony Lagarde, qui est cévenol. Anthony Lagarde, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, nous nous étions rencontrés l'été dernier. Je vous avais interviewé pour que vous nous parliez de votre métier. Vous êtes potier céramiste. C'est ça. Voilà. Et cet été, j'aurais bien aimé échanger avec vous à propos d'archéologie, on va dire, puisque vous organisez, je crois, avec une trentaine d'autres céramistes, un grand festival, 2 jours, je crois, sur un site remarquable, à la Grofezinck, près de Millau. C'est à Millau. C'est à Millau même. Un grand festival au mois de mai, à l'occasion de la fête des mers. C'est ça. Peut-être vous pouvez présenter un tout petit peu ce festival, cette animation sur 2 jours. Alors c'est à l'origine, c'est un marché de potiers, comme on trouve beaucoup en France. Là, c'est un marché de potiers qu'on organise depuis 33 ans avec une association de céramistes qui est basée sur l'Aveyron-la-Lozère, l'association s'appelle Teranga. On est une vingtaine de céramistes réunis au sein de cette association. Et donc on organise tous les ans ce marché de potiers qui pendant 30 ans s'est organisé dans le centre-ville de Millau. Et pour les 30 ans, on a voulu changer de lieu. On a voulu également développer un partenariat un peu plus proche avec le musée de la ville de Millau. Et donc on a déplacé le marché et on l'a placé donc sur le site archéologique des fouilles de la Grofezinck. Voilà. Oui. Alors ce site, je crois, il est assez exceptionnel. Alors il est assez exceptionnel parce que c'est un des plus grands sites de fabrication de céramique sigillée de l'Empire romain. Voilà. Et du coup... c'est-à-dire 1er siècle voilà. avant Jésus-Christ. La Grofezinck, c'est entre le 1er et le 3e siècle. Entendu. Après Jésus-Christ. Oui. Et donc, il faut s'imaginer là-bas, sur 20 hectares, une quantité phénoménale d'ateliers de poterie qui fabriquaient un type bien précis de céramique, donc la céramique sigillée. Et savoir que cette céramique sigillée, elle avait la particularité une fois sortie du four, d'être rouge. Et pour l'époque, c'était un produit de luxe. Mais après, il faut peut-être revenir un petit peu au terme sigillé. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, sigillé, en fait, ça vient du latin sigillum. Et sigillum, ça veut dire le poinçon. Et il faut savoir que en fait, ce qu'ils avaient développé à l'époque, c'était une des premières industries gallo-romaines, et c'était une des premières productions comme ça en série, parce qu'en fait, j'en reviens à cette histoire de poinçon, c'est que les pièces étaient pour la plupart tournées dans des moules qui étaient gravés à l'intérieur, et qui étaient gravés justement à l'aide d'un poinçon. Et ce qui permettait de reproduire des pièces en grande série et avec un décor qui ressortait du moule, un décor très très fin et qui pour l'époque c'était assez prestigieux. Oui, donc c'était réservé à des notables. C'était plutôt réservé à des notables et puis il faut savoir que pendant près de 3 siècles, ce site de fabrication a été exporté sur toute l'Europe de l'époque. Oui, c'était donc très important. Donc un grand rayonnement. Oui. Et après, il faut revenir un petit peu sur les techniques de fabrication de la céramique sigillée. Donc je vous ai parlé de cette histoire de comment ils fabriquaient les pièces. Et c'était, on va dire que jusqu'à la cuisson, c'était un mode de production qui était très écologique. Parce qu'ils prenaient bien sûr la terre locale. Et après, pour avoir ce rendu rouge sur la céramique,
il déposait ce qu'on appelle aujourd'hui on appelle un enduit sigillé. C'est de l'argile qu'on va décanter pour récupérer les particules les plus fines. Et une fois qu'on a la bonne densité, on va enduire de ces particules très fines, donc ça reste liquide. On va enduire la pièce de cet enduit de terre. Et à la cuisson, ça va ressortir rouge. C'est pas tout à fait un émail parce ça reste de l'argile, mais ça va ressortir un rouge qui est un peu brillant et qui était quand même qui donnait une étanchéité à la terre. Oui. Et la cuisson est particulière aussi, je crois. Et voilà. Et alors c'est là que le côté écologique se termine. Parce qu'en fait ils avaient pour avoir cette céramique rouge, il fallait cuire dans un four bien particulier, qui est plus du tout utilisé aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque, la seule énergie qu'ils avaient pour alimenter les fours, c'était du bois. Et c'est pour ça que à l'endroit où ils sont, donc au bord du Tarn, faut s'imaginer ce grand site de céramique sur 20 hectares au bord du Tarn. Et grâce au Tarn, ça leur permettait d'acheminer le bois jusqu'au site, ça leur permettait d'acheminer plein de matériaux. Et alors ces fours, voilà, c'était des fours tubulaires. Et tubulaires, tout simplement parce que faut s'imaginer un grand four, hein, faut s'imaginer un grand four qui ferait presque l'équivalent d'une petite maison sur 2 étages. Entendu. Donc vous avez tout en bas, vous avez le foyer. Oui. Et au-dessus de ce foyer, vous avez ce qu'on va appeler on appelle ça la chambre de cuisson. On appelle ça aussi le laboratoire. Donc la chambre de cuisson qui était traversée par des tubes de bas en haut. Vous aviez plusieurs tubes comme ça. Et en fait, les flammes ne passaient pas dans la chambre de cuisson au contact des pièces, elles passaient dans ces tubes. Et en fait, la température, donc là on est aux alentours de la cuisson de la céramique sigillée, c'est aux alentours de 1000-1050 degrés, se faisait comme ça par rayonnement. Par convection de ces tubes. Oui. Donc, quand je vous disais que c'était là que s'arrêtait le côté écologique de cette production, c'est qu'il faut s'imaginer que là, vous multipliez par 10, par 20, par 30, par 40, par 50 les quantités de bois qu'il va vous falloir pour arriver à cette température-là. Et ces tubes étaient en quel matériau ? Alors, c'était une argile qui était un peu plus réfractaire. Il faisait un mélange un peu spécial parce que c'est sûr que ces tubes chauffaient plus que le reste. Et ils avaient souvent des accidents de cuisson parce que voilà, des fois c'était les tubes qui se fissuraient ou les tubes qui cassaient. Et il faut savoir qu'ils avaient fait donc justement ce principe de cuisson simplement pour obtenir la couleur rouge de la céramique sigillée. Parce que il faut savoir que dès que les pièces sont au contact de la flamme, du feu, ce qui va donner le rouge de la céramique, c'est l'oxyde de fer. Et cet oxyde de fer, au contact de la flamme, au contact du carbone, lui, va devenir plutôt noir, voire passer par des tons un peu verdâtres. Et si vous voulez, la céramique paysanne, la céramique populaire, elle était toujours cuite comme ça, de cette manière-là, c'est-à-dire cuit au contact de la flamme. Donc souvent, ça vous donnait des poteries qui étaient noires ou un petit peu flammées. Et c'est pour ça que la céramique sigillée était un produit de luxe, parce qu'elle ressortait rouge d'une manière... Oui, j'ai cru comprendre quand même que la poterie existait depuis extrêmement longtemps, puisque en écoutant, je ne sais plus si c'est la fabrique de l'histoire ou archéologie carbone 14, j'ai appris que la poterie, on avait trouvé des restes en Chine à moins de 18 000 ans, c'est-à-dire même au paléolithique. Donc effectivement, il y a très très longtemps. Mais je pense que les Romains ont apporté quelque chose de particulier. C'est-à-dire peut-être cette notion de luxe, de privilégier une couleur qui parle davantage aux riches de cette société. C'est ça, c'était une céramique qui était quand même, qui était plutôt destinée à la bourgeoisie. Oui, et en plus, la production, évidemment, en nombre, en très grand nombre. Voilà, c'est pour ça que... Ça, c'est extraordinaire. Voilà, alors après, on va dire, c'est
C'est sûr que sur le territoire, alors, on va pas parler de la France, là on est plutôt dans la Gaule, mais c'est une des premières industries vraiment sur comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec une production en série, une quantité de travailleurs qui travaillent sur la même production. Ouais. Et après, il faut savoir aussi que ça c'est la partie moins charmante de l'histoire, mais les Romains ils avaient une main-d'œuvre qui provenait beaucoup de l'esclavage, donc ah oui. Voilà. Oui. J'ai cru comprendre aussi, mais ça c'est Alain Testard qui le raconte de manière très humoristique, qu'au Paléolithique supérieur, déjà, les chasseurs-cueilleurs avaient inventé des sortes de poteries. Et alors c'est ce qu'il appelle une invention virtuelle, parce qu'avec ces poteries, avec cette terre cuite, j'imagine, ils faisaient des statuettes, des petites Vénus, qui avaient sans doute un rôle rituel. Et ils n'avaient pas pensé à faire des bols. C'est uniquement avec le néolithique qu'ils ont pensé à sécuriser l'alimentation, conserver des aliments, enfin bref, un aspect utilitaire de la poterie. Alors vous, comment exploitez-vous cet emplacement pour votre festival de poterie sur le site archéologique? Qu'est-ce que vous offrez au public qui vient vous voir? Déjà, on offre ce paysage assez remarquable, c'est-à-dire d'avoir une trentaine de céramistes contemporains qui exposent dans le jardin de l'Agrofezinc là. Donc déjà d'un point de vue paysager, c'est assez charmant. Et puis en toile de fond, on a cette vue sur les fouilles archéologiques, ces vestiges. Donc ça fait pour nous, c'est un petit pont entre le passé et le présent. Et puis pendant ces 2 jours, on travaille énormément à proposer un festival bien rempli, parce on propose des animations pour les enfants, on fait énormément de démonstrations. On organise aussi une cuisson dans un petit four gallo-romain. Donc pendant la durée du week-end, vous pouvez à la fois voir avoir le processus de la cuisson et le défournement qui se fait généralement le dimanche en fin d'après-midi, qui clôture un petit peu notre week-end. Et puis on aime bien aussi pouvoir proposer des petits spectacles en lien avec la terre, et donc c'est ce qu'on essaye de proposer tous les ans au public. Voilà, quand on vient quand on fait le déplacement pour aller à Agrofezinc ce week-end-là, on voit énormément de choses, on passe un bon moment, quoi. Et j'imagine que tous les potiers, tous les céramistes sont différents, ont un style particulier? C'est ce que on peut voir quand vous mettez les pieds dans un marché de potiers. Souvent on est impressionné par toute cette diversité. C'est-à-dire que là, vous voyez peut-être une trentaine souvent les marchés de potiers, voilà, sont à peu près en moyenne une trentaine d'exposants, et sur une trentaine de productions différentes, on voit déjà une grande diversité de techniques, de céramique, et en sachant que ce n'est qu'une infime petite partie, parce que là en septembre par exemple, il y a un très grand marché de potiers en France qui est à Lyon, qui s'appelle les Tupiniers. Oui. Et j'ai jeté un petit œil sur la sélection, et j'ai même pas pu tout voir, parce que je crois qu'il y a une centaine de céramistes. Ah, carrément. Mais tout est vraiment différent et d'une qualité. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ce qu'on peut voir justement dans la multitude de propositions qui est faite, ce que j'ai vraiment moi l'impression, c'est que plus ça va, on a quand même la chance en France d'avoir vraiment un
une création céramique qui vraiment est de plus en plus étonnante et qui est de plus en plus créative et vraiment on a cette chance-là, on a la chance d'avoir maintenu par tout ce tissu associatif un métier artisanal qui remonte au paléolithique, comme vous avez pu le dire, qui est excessivement lié à l'humanité et ben c'est tous ces céramistes, tout ce tissu associatif, parce qu'on est, les céramistes sont souvent réunis au sein d'associations, permettent à ce que cet art, mais qui est à la fois populaire parce qu'il est proche de l'humanité, puis il est proche des gens. Quand on fabrique de l'utilitaire ou qu'on fabrique de l'artistique, on est quand même, on est quand même sur des choses qui sont proches des gens. Et voilà. Il n'y a pas que de l'utilitaire, effectivement. Non, il y a vraiment il y a de la sculpture, il y a vraiment des pièces qui sont beaucoup plus contemporaines. Ou des fois une céramique qui est plus poétique ou est plus basée sur la tradition. On a encore vraiment tout un panorama de création. Oui. En septembre, là, c'est bientôt. C'est ce week-end. C'est ce week-end. C'est au moment où on parle. Ah oui, donc c'est trop tard pour l'annoncer à nos auditeurs. Mais enfin, rendez-vous peut-être pour l'an prochain. Et effectivement, on peut voir, j'imagine aussi sur leur site, sur Internet. Voilà, ils sont... Bien sûr. C'est à quel endroit dans Lyon ? Alors c'est les Tupiniers. Alors le marché s'appelle les Tupiniers parce qu'il est tellement il est tellement célèbre qu'il a son petit nom. Oui. Je saurais pas vous dire exactement dans quel quartier de Lyon, mais je crois que c'est quand même dans le vieux Lyon. Oui. Alors je crois que vous permettez aux enfants de fabriquer aussi à la Grofezinck. Oui, on a tout. Ça c'est quelque chose qu'on a toujours maintenu, des animations pour les enfants, mais on propose également des stages pour les gens qui veulent se perfectionner sur 2 jours à une technique, parce que c'était ça aussi qui était intéressant pour nous de déplacer le marché sur le site de la Grofezinck, c'est que on a un site où on a quand même la possibilité d'organiser vraiment plus. On a vraiment plus de place pour pouvoir pouvoir concrétiser tout ce qu'on a envie de proposer aux gens. Et du coup, on a des petites salles ateliers, qui permettent d'organiser des ateliers, des stages. Oui, pas seulement des enfants, mais aussi des adultes. Voilà, pour les adultes. Qui pratiquent déjà peut-être, qui veulent se perfectionner. Voilà, ou qui peuvent vraiment juste venir pour la découverte. Tout à fait. Ouais. À propos des enfants, quelle est leur attitude par rapport à la Terre, par rapport aussi aux méthodes peut-être, à la façon de travailler? Alors les enfants, ils sont encore peut-être en lien avec. Moi j'aime bien dire qu'on a tous été potiers parce que c'est tellement lié à l'humanité. Donc les enfants tout de suite, vous leur donnez un bout de terre, ils ont déjà tout de suite envie de pétrir, de malaxer. Ah oui. Et puis petit à petit, alors voilà, selon l'âge des enfants, on va dire l'intention n'est pas la même, mais les enfants se régalent. Il suffit de leur donner un bout de terre. Ils ont peut-être plutôt envie, je sais pas moi, de sculpter un dragon plutôt que de faire un bol. Oui, et je pense qu'ils ont peut-être, quand on les laisse faire, ils ont pas, puis jusqu'à un certain âge. Ils n'ont pas le regard technique sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils ont beaucoup plus de liberté que des adultes. Même généralement, des fois ça peut arriver que s'il y a les parents qui sont derrière, ils vont dire « Ah non, mais tu devrais faire comme ça pour faire ceci ». Alors que les enfants, ils n'ont pas ce barrage à l'expression. Ah oui, bien sûr. Oui, finalement, les parents freinent plutôt qu'autre chose la créativité. Canalisent. Mais je crois que la vie, elle est déjà très canalisante, donc je pense qu'il faut laisser l'expression. Au contraire, tant qu'il y en a, il faut la laisser s'exprimer
Et on a toute la vie pour se canaliser. De toute façon. Oui. Oui, bien sûr. Écoutez, Anthony Lagarde, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Je vais vous remercier. Et puis peut-être on va se donner rendez-vous l'an prochain. C'est donc fin mai à l'occasion de la fête des mères à Millau. Oui. Voilà. Pour tous les curieux, pour tous les gens qui auraient envie de faire le petit détour par là-bas. Après, c'est l'occasion de découvrir une très belle région et c'est l'occasion de découvrir une très belle ville et puis tout un environnement qui est quand même magnifique sur Millau. Et puis ça sera un grand plaisir qu'on essaiera de leur donner le meilleur de nous-mêmes à l'occasion de ces 2 journées. Eh bien écoutez, merci. À Merci bientôt. à vous Isabelle. Au revoir. Au revoir. Jérôme Jeanne, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes céramiste. En devenir, là je suis apprenti céramiste. Entendu, parce qu'effectivement, vous avez un parcours un peu particulier, vous avez 54 ans, vous étiez commercial en agence maritime, mais vous avez opté pour une reconversion tout à fait extraordinaire, disons-le. Oui, extraordinaire, je sais pas, mais il y a eu cette opportunité de enfin faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. D'avoir les mains dans la terre, et puis l'opportunité s'est trouvée que pas très loin de chez nous existe un centre de formation au métier de la céramique, donc qui s'appelle le pôle céramique Normandie. Voilà, c'est une association de loi de 1901 qui a été créée, je pense, au début des années 2000, en 2005, avec certains céramistes, dont Max de Beauvais, l'actuel président. Et puis, donc, la mission du pôle céramique, bien évidemment, c'est de faire valoir le métier de la céramique d'art, de la poterie, par le biais de formation longue durée, dans laquelle j'ai décidé de m'inscrire, donc une formation de 14 mois. Il existe aussi des formations plus courtes, des formations individuelles, des ateliers spécifiques sur les métiers liés à ce métier d'art. Et donc voilà, donc je suis très heureux d'avoir pu être accepté dans ce parcours. Mais c'était un peu un saut dans le vide. Un saut dans le vide, je sais pas, c'est toujours un inconnu quand on ne connaît pas les choses, mais voilà, au plus profond de moi-même, au plus loin de mes souvenirs, j'ai toujours aimé la terre. Ma grand-mère me disait joue pas avec la terre, c'est sale. Alors je pense que des fois on fait un peu l'opposé de ce qu'on nous dit quand on est enfant. Oui. Et puis voilà, d'autres souvenirs. Ma tante à Amiens était céramiste aussi, donc j'ai souvenir petit, vers 12-13 ans, qu'elle m'avait fait voir un plat en grès, et elle se rappelait un grès très chamoté, avec beaucoup de particules dedans, et donc elle m'avait expliqué qu'elle s'était vraiment abîmé les mains à tourner ce pot. Donc c'est voilà des petites choses qui restent comme ça. Et puis quand on choisit ce métier, oui, on explore le bois, le fer, d'autres matériaux, et puis j'aimais bien cette féminité de la terre et tout le champ des possibles qui est derrière. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, vous parlez du travail des mains pour fabriquer des objets, mais il y a aussi donc un grand aspect artistique. Oui, les deux sont liés. Donc en effet, il y a forcément la pratique de la poterie pour l'art de la table, pour fabriquer des contenants. Le bol étant quelque chose d'intemporel, d'universel, de très noble, mais aussi de très abstrait. Donc on peut très bien faire un bol qui n'a pour vocation uniquement une fonction, celle de recevoir un contenant, et puis on peut aussi essayer de le magnifier par des décors, par des choix de textures, par de l'émaillage, des glaçures, d'essayer d'en faire un bel utilitaire. Donc il y a à la fois le côté fonctionnel, mais il y a aussi le côté esthétique dans la pratique de la céramique. Oui, c'est ça, vous êtes un artiste. Oui, c'est gentil. On peut un le dire. artiste, je pense aussi artisan. Alors des fois la frontière entre les deux est ténue, quoi. Enfin, si on parle de l'artisan uniquement avec la vocation d'utilitaire, et puis l'artiste avec philosophiquement l'idée de l'inutile derrière, voilà. Mais bon, voilà, du bel utilitaire, c'est aussi voilà. Enfin, je sais pas si voilà, artiste, artisan, c'est voilà. Donc,
En tout cas, je crois que vous êtes intéressé par le travail des émaux, en particulier à haute température. Oui, alors là, c'est patient. C'est vrai que dans toutes les pratiques qui sont transmises au niveau du pôle céramique Normandie, puisque on est formé à découvrir et à explorer, expérimenter différentes techniques, tant à la fois le tournage, le modelage, le calibrage, le plâtre, j'en passe évidemment, jusqu'à l'utilisation de l'impression 3D. On a aussi dans ce parcours des choses qui nous parlent davantage. D'aucuns de faire du décor et de réinventer, je ne sais pas, le motif lambrequin de façon contemporaine, et d'autres les émaux haute température. Alors, les émaux haute température, c'est quelque chose de fabuleux, parce que là on est proche de l'alchimie. On touche vraiment aux matières. Il y a un côté. Il faudrait nous expliquer un petit peu. C'est comme tout à l'heure, vous avez utilisé le mot technique lambrequin, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, c'est un décor très très connu qui a fait les hautes gloires et la ferveur de la faïencerie rouennaise, notamment au Gilles. Décor de lambrequin. D'accord. Mais oui, les émaux de haute température, j'étais chez des amis il y a plus de 15 ans de ça, pas très loin de Thésée, et ils m'ont fait découvrir le travail de Daniel de Montmolin, qui est vraiment quelqu'un de pionnier, comment dirais-je, sur la partie technique et moderne de l'émaillage, qu'on appelle plus précisément au niveau des points de fusion le tectique, le texi. Donc c'est le moment où les matières entre elles peuvent fondre et faire une glaçure, un émail. Donc j'avais vu un film qui s'appelait Le Chaos Fertile, qui parlait du travail de Daniel de Montmolin, et je me suis toujours dit, je voudrais faire ça. C'est de la magie. C'est vraiment magique, en effet, et alchimique, j'allais dire, parce que voilà. Donc en plus sa démarche est très 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 noble, puisque maintenant il doit avoir une centaine d'années, je pense qu'il a dû avoir 100 ans au mois d'août dernier, pratique l'émaillage avec des matières vraiment glanées proches de chez lui, dans sa région. Et donc voilà, donc je vous enjoins à aller voir l'œuvre de Daniel de Montmolin, qui est vraiment Et du coup, vous aussi, vous avez au Havre. Plein de alors donc dans cette pratique et dans cet apprentissage des émaux de température, donc on a une formatrice qui nous forme là-dessus, qui elle-même a été proche des travaux de Montmolin dans sa formation, donc qui s'appelle Catherine Le Baron. Donc voilà, donc en termes j'allais dire de travail, donc c'est un travail très précis, ça s'apprend, les techniques, on passe de formules aux recettes et de recettes aux formules. Et puis il y a aussi un petit peu les glaçures naturelles, les engomes naturelles qu'on peut aller chercher dans la nature, donc on peut appeler aussi ça des terres de rencontre. Et donc moi au Havre, mon terrain de jeu favori, ça a toujours été le bout du monde, donc j'y regarde toujours avec intérêt et un œil neuf à chaque fois que j'y vais. Et là il y a quantité de matières que l'on peut glaner pour à la fois fabriquer un bol. Il y a des argiles à silex, et puis il y a aussi des terres qui datent de très très longtemps, qui forment un petit peu le bas de nos falaises, là, les terres du Quiméridien. Pour les auditeurs qui ne sont pas vrais, il faut expliquer que le bout du monde, c'est le bord de la Manche. Tout à fait, le cap de la Hève, c'est ce nom un petit peu poétique, utopique, philosophique, que j'adore. Donc fabriquer avec les terres, donc beaucoup d'inspiration dans ce lieu, des terres que je récolte et avec lesquelles je fais des glaçures à haute température. Donc des cuivres, je récupère aussi des oxydes de fer, des cuivres, et puis des inspirations formelles aussi. Donc là récemment, j'ai vu des osses de sèche se balader sur le bord de plage, et je me suis dit tiens, c'est une forme qui m'intéresse, donc et que j'essaye aujourd'hui de développer et de reproduire en poterie, en tournage. Alors ce qui s'appelle sépion. Alors l'os de sèche s'appelle sépion. Mais alors, c'est vous qui avez inventé cette non, du tout. C'est l'os de sèche. Alors ce qui est intéressant avec l'os de sèche, c'est que c'est un
un os qui n'existe nulle part ailleurs dans la nature, donc est une forme bien spécifique, mais en plus sa matière est intéressante parce qu'il y a plusieurs carbonates, on va en citer 3, la dolomie et puis le carbonate de calcium, mais il y a aussi l'aragonite, et l'os de sèche est fait d'aragonite. Donc là, je me suis amusé récemment à broyer l'aragonite de l'os de sèche pour voir ce que ça donnerait dans certaines recettes démo. Donc voilà, donc il y a un côté, un côté identitaire dans cette démarche de faire avec des choses qui sont à côté de chez nous, à portée de main. Oui, c'est vrai. Et je me revois petit avec cette fameuse terre, fabriquer des petits personnages ou des petites têtes. Ah, bien sûr. Et aujourd'hui, j'arrive à en faire des glaçures, j'arrive à m'en inspirer autrement, donc je trouve ça assez fascinant. Et je crois qu'on peut voir vos œuvres d'ailleurs sur votre page Facebook? Oui, Instagram ou Facebook. Alors les œuvres, c'est un bien grand mot, donc on va dire des pièces en devenir, parce qu'on est toujours content quand on sort quelque chose. Il y a à la fois le côté en effet créatif de l'objet que l'on va concevoir, que l'on va modeler ou que l'on va tourner, que l'on va cuire, que l'on va décorer. Mais il y a tout ce parcours d'une richesse, j'allais dire, thérapeutique, voire hypnotique, parce que c'est un mot qui revient beaucoup quand les gens nous voient tourner. Le mot hypnotique revient assez régulièrement. C'est vrai que c'est quelque chose voilà, il y a toujours un terrain d'humilité à utiliser une terre qui a des milliers, voire des millions d'années. C'est vrai. D'être dans l'agir, de tourner, de sortir une forme. Et puis il y a cette alchimie de la terre, on y mêle de l'eau, et puis vient le temps du séchage qui est important, l'air, et puis enfin le feu, voilà. Donc, et on rate, Isabelle, on rate beaucoup. Donc comme disait Samuel Beckett, essayez encore, ratez encore, ratez mieux. On rate et ça c'est bien. Et quand on a fini, vous dites une œuvre, on dit souvent nous des pièces, on a fini notre pièce, on est à la fois content, c'est un peu la paix du jour, on va dire, mais on est toujours heureux de la prochaine qu'on fera, qu'on espère un peu mieux ou autre. J'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup aux formes, vous avez un carnet de croquis. Oui, donc dans le cursus formatif, donc il y a plusieurs matières, donc notamment le côté art appliqué design, qui nous emmène à faire du prototypage de formes, puisque le métier nous amène aussi à pouvoir répondre à des commandes, des commandes de restaurants par exemple pour l'art de la table. Et puis même dans ses propres recherches, qu'elles soient fonctionnelles ou qu'elles soient purement artistiques, il est toujours intéressant d'aller chercher les idées, de les mettre en forme. Donc d'où l'idée du design dans le sens prototypage, en fait, d'amener à ce que l'on fait. On a aussi des cours d'histoire de l'art. On a en plus la chance d'avoir quelqu'un qui est restauratrice et qui travaille pour le Louvre, qui fait un très très beau travail au niveau de sa transmission sur l'histoire de la céramique. Et donc tout ça nous permet d'avoir des influences formelles, des influences historiques, plus nos propres influences qui font que peut-être on arrivera à sortir quelque chose d'identitaire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de faire du nouveau et de l'original parce qu'il y a déjà eu tellement de choses de faites, mais voilà quoi. Donc voilà, je suis un humain qui fait ce qu'il peut et donc j'ai un profond plaisir à ça, et donc c'est vraiment du domaine du plaisir et de la passion, parce que je pense que on peut pas comment dirais-je aller vers ce type de métier si on n'est pas passionné. Oui, sûrement. Et je crois qu'alors il y a plusieurs événements qui nous attendent là. Oui, alors dans le cadre de la formation, j'ai eu l'énorme plaisir et la joie de faire mon stage à la Galerie des Arts du Feu. À Rouen. À Rouen, voilà. Donc le pôle céramique Normandie est partie prenante avec cette aventure, donc qui permet au sein de l'Être Saint-Maclou, un lieu magnifique là, qui a été complètement refait, d'accueillir les métiers d'art liés à la fois à la céramique, mais aussi au verre et au métal. Donc là, en
ce moment, jusqu'au 9 octobre, je pense, de mémoire, il y a une exposition fabuleuse qui s'appelle Graines d'argile, de l'artiste Séverine Cadier, donc qui explore le côté graines en utilisant différents outils, différentes techniques céramiques pour nous faire voir autrement, j'allais dire, les graines, et dans des dimensions largement supérieures à la petitesse de ces petites choses. Et puis après cela, je crois qu'il y a c'est même sûr, une exposition qui va être art macabre à partir du 9 octobre. Donc ça tombe bien puisque le lieu s'y prête, vu que c'est une ancienne un ancien ossuaire, donc lettre Saint-Maclou, voilà. Donc j'espère que les gens, voilà. Et puis il y a aussi un petit peu... il y a un festival aussi, un festival, le 5, 6, 7 novembre, le Festivart. Et là, donc, des gens du pôle céramique Normandie et des artistes seront à la fois sur place pour commercialiser et vendre leurs pièces et leurs œuvres, mais il y a aussi des bénévoles qui viendront pour faire des démonstrations de tournage. Donc, je pense y être présent au moins une journée. Donc, voilà. Oui. Et puis je crois que vous allez passer votre CAP bientôt. Oui, alors le CAP donc était un petit peu repoussé parce que la fin de formation tombe pile poil le jour de mon anniversaire, le 10 novembre, mais le CAP aura lieu juste après. Je pense qu'à partir du 15 novembre, donc passera le CAP tournage. Donc, entendu. Donc voilà. Eh bien, dites, ça a l'air d'être quand même formidable. C'est passionnant, en plus, et j'ai oublié de le dire, mais c'est primordial. Le centre nous permet de vraiment s'ouvrir à tout ce qu'il y a autour de la céramique. On a plusieurs fours, des fours électriques, des fours à gaz, des fours à bois, la technique du racu. On peut aussi faire du calibrage, de l'estampage, le plâtre, l'impression 3D. Et les équipes sont vraiment très très bienveillantes et voilà, on est environné de gens passionnés au quotidien, donc quelle chance d'avoir pu faire ça aussi pendant ces temps Covid, parce que nous on a été occupés 8-9 heures par jour, les mains dans la terre, et voilà, donc c'est un réel bonheur, quoi. Donc Jérôme Jeanne, un grand merci. Merci à vous, Isabelle. C'est un témoignage tout à fait digne d'intérêt et de sympathie. Merci. Merci à vous. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Nous écoutons Lost in Japan, un morceau de musique japonaise joué avec une flûte traditionnelle qui s'appelle shakuhachi. Je vous invite à nous rejoindre. Adhérer, vous pouvez désormais le faire en ligne, consulter notre site et notre page Facebook. À dimanche prochain, bonne semaine.